On essaye vraiment de travailler main dans la main avec la nature en fait. C'est pas que la terre nous rapporte et qu'on plante, c'est pas du tout la philosophie du domaine en fait. Protéger les espèces présentes, interdire la chasse sur les 2 exploitations agricoles, on essaye de garder ce lien-là avec la terre. Puis bon, j'ai 2 enfants, donc ils me l'ont transmis, j'espère leur transmettre, pas forcément l'intérêt de l'agriculture, après ça ils feront ce qu'ils voudront, mais au moins l'intérêt de la nature, l'envie de protéger, l'envie d'en faire partie. Pas de l'utiliser, mais d'en faire partie. Ça, c'est ce que mon père et mon grand-père m'ont transmis. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'avenir, mais pas juste pour l'avenir de la famille. C'est quelque chose qui est important pour l'avenir de la planète et de l'humanité. André Meffre, je suis agriculteur depuis pratiquement 50 ans. Et j'ai commencé ma carrière en 1978, parce que j'ai quitté l'école relativement tôt, donc à 17 ans. Et je suis bientôt à la retraite. Voilà, donc le nouveau flambeau des Bastidettes, c'est Guillaume qui va prendre le relais en fait. Voilà. Guillaume Meffre, le fils. Je reprends l'entreprise dont je fais partie maintenant depuis 13 ans. On a un petit peu agrandi les plantations, augmenté un petit peu les volumes de production en olives. Et depuis, on a mis en place le moulin avec une boutique de vente directe qui sera attenante au moulin incessamment sous peu. Alors nous avons 66 hectares nous appartenant, où il y a essentiellement que des oliviers avec les 20 variétés différentes. Et ensuite, je loue à mes parents encore 30 hectares où il y a des pommes et des céréales. Donc tout le domaine est en bio depuis que Guillaume est rentré sur l'exploitation. Je l'avais mis un petit peu avant et puis en 2008, quand il est arrivé, on a tout mis en bio. On est en train de se diriger vers une certification Déméter, de sorte à aller un poil plus loin que le bio, à se démarquer un petit peu, puisque pour 2 raisons, le marché du bio est en train un petit peu de se restreindre, puis les démarches même du bio sont un petit peu limitantes et limitées. Donc on est en train de se diriger vers un petit peu une autre façon de s'occuper de la plante et de travailler un petit peu différemment. On est parti en 91 avec 3 copains arboriculteurs qui étaient essentiellement sur de la pomme aussi. Et donc nous avons fait, on s'est dit, mais c'était le renouveau de l'huile d'olive en fait, hein, c'était le commencement de l'âge d'or dans les années 90. Et donc on s'est dit, mais on aimerait bien planter des oliviers, mais pas en traditionnel. Et donc on a voyagé sur l'Italie, l'Espagne beaucoup, mais en Italie au tout début, et aussi un petit peu en Israël. Et du coup, on a choisi un des protagonistes, il s'appelle Jean-Michel Bourgeot, a planté 10 rangées d'oliviers qu'on avait récupérés en Espagne. Et il les a mis en palissage pour voir ce que ça a donné. Et donc on s'en est occupé un petit peu pendant 3-4 ans. Et en 96-97, on a planté les premiers oliviers. Et on a choisi des variétés catalanes, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'autre sur le marché. Parce que les oliviers, les plants d'oliviers en France coûtaient horriblement cher. Et comme on a mis terre entre 1900 et 2000 arbres hectares, donc il a fallu rationaliser l'achat des arbres. Donc. Et du coup, l'aventure a commencé là. Chacun a planté 3 ou 4 hectares. Et puis, on a commencé à les élever. Et puis, donc ça, c'était en 96. Et moi, en 98, j'ai eu la possibilité d'acheter une propriété qui faisait 60 hectares d'un seul tenant. Et du coup, en 98, j'ai planté immédiatement 20 hectares. Donc j'ai planté Arbequine, qui est une variété catalane, et Arboussane comme pollinisateur, parce qu'on supposait que c'était un pollinisateur. Et en fait, c'était bien tombé, parce qu'il y en a un qui a un génome A et l'autre qui a un génome B. Enfin, c'est le hasard. La seule chose qui était intéressante, c'est qu'on avait retrouvé dans un centre d'essai, en Espagne, la vieille variété qui s'appelle Arboussane, qui était complètement abandonnée et complètement oubliée. Et du coup, on a fait multiplier cette variété qui était la seule représentante en France, hein, donc sur ces 3 exploitations. Après, il y en a eu 4, 5 et ainsi de suite. Mais c'est c'est une variété qui est devenue mondiale en fait, grâce à Jean-Michel Bourgeot, monsieur Bernard Laforgue et moi-même. Voilà l'histoire. Et ensuite, on a continué dans ce choix-là.
parce que c'était des variétés qui étaient relativement nanisantes. Parce que le problème, c'est que vous avez des variétés françaises qui sont très très puissantes, que ce soit Glando, Salomec et notamment des variétés comme Olivière qui deviennent un petit peu comme des platanes. Et ensuite, on est parti vers des variétés italiennes parce que les pépiniéristes italiens avaient le même problème que les Français en fait. Ils sont très traditionnalistes et les plants étaient relativement chers. Et donc on est allé dans les centres d'essai et surtout dans les centres de conservation à Perugia. Et c'est là qu'on a rencontré des variétés comme FS17, qu'on a appelé Capa, et des variétés comme Lecchino del Corno. Et du coup, on s'est mis à travailler avec des pépiniéristes italiens. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'avant de développer une variété, on prenait 4 ou 5 kilos et on les amenait systématiquement donc, au CTO, au centre d'essai de l'Olivier, sur Aix-en-Provence, à la Chambre d'agriculture. Et eux, ils nous faisaient un petit peu un graphique des variétés et des différentes variétés qu'on amenait et surtout des qualités gustatives de ces variétés-là. Et ensuite, les Italiennes, qui étaient un petit peu plus développées là-dessus, nous disaient qu'en fait, il y avait des variétés qui avaient énormément de polyphénol. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ces variétés-là, notamment Lecchino del Corno qui a le plus de polyphénol. Nous avons choisi la variété Chiquitita qui est une variété issue d'un croisement naturel entre Arbequine et Picoile mis en place par l'université de Cordoue. Ils ont un institut agronomique très important à Cordoue qui est mené par un grand professeur de renommée mondiale. Et donc en fait, ils ont un programme de recherche de croisement naturel de pollen d'olivier. Donc c'est eux qui vont choisir les parents, telle variété, donc Picoile et Arbequine. Ils vont prélever du pollen sur une variété et ils vont aller la déposer sur les fleurs de l'autre variété. Ils vont envelopper les rameaux entiers avec des films protecteurs. Ils vont laisser les olives se développer. Ils vont ramasser ces olives-là, les cultiver, voir le développement de l'arbre, puis après prélever les olives sur chacun des enfants et faire des micro-presses d'huile pour pouvoir déguster les huiles et aussi comparer la taille, la forme de chacun des enfants en fait. Voilà. C'est très long, c'est un travail de fourmi qui a été fait. Et donc il y a 2 pépiniéristes en Espagne qui ont obtenu les droits de reproduction de cette variété et de commercialisation. Voilà. Donc nous avons d'abord planté... pardon, excusez-moi, c'est le pépiniériste Agromilora qui nous a offert un demi-hectare d'arbres, donc on va dire à peu près 900 arbres à planter, que nous avons planté chez mon grand-père où il y a vraiment la collection et c'est là où nous faisons tous nos essais. Donc la variété Chiquitita a été plantée sur une seule parcelle à cet endroit-là. Et ensuite, nous avons replanté 5 hectares en 2019. Voilà. Et donc, là, on est encore dans la phase de développement du verger. Nous espérons qu'il va rentrer en production l'année prochaine. Et on va pouvoir normalement sortir un monovariétal, une huile issue exclusivement d'une seule variété et qui va être commercialisée pour Maison Bremont. Et donc sur le projet, c'est de pouvoir voir sur cette variété qui a été choisie par Olivier Bossan et Guillaume, c'est d'avoir donc différents stades de récolte de l'huile d'olive pour que le consommateur et le client puissent voir une huile récoltée très tôt dans la saison, c'est-à-dire au mois d'octobre, début octobre, une autre huile qui sera plutôt récoltée à la mi-octobre, voire fin octobre, et une autre entre le 1er et le 15 novembre. Du coup, en n'ayant qu'une seule monovariétale qui va servir à ce projet-là, ça va permettre vraiment de voir la réelle différence entre ce qui est un fruité vert, un fruité mûr et un fruité noir maturé. On va jouer exclusivement sur la maturité des olives, sans faire d'assemblage, sans jouer sur telle et telle variété. C'est une seule et même variété qui va nous permettre de développer différents arômes au fur et à mesure que les arômes vont se modifier au sein même de l'olive en fait. Et effectivement, le fait de récolter
très tôt, on a beaucoup moins de rendement, mais on a des saveurs qui sont beaucoup plus fraîches. D'ailleurs, c'est un petit peu la caractéristique des pastilles Dayton, parce qu'on n'a jamais voulu travailler sur le rendement de l'huile d'olive en fait. Après, il faut dire ce qui est aussi, c'est ce qui nous intéresse dans notre travail, c'est faire de la qualité. C'est aller justement sur un autre créneau, c'est aller avoir des huiles d'olive qui soient, que quand on ouvre la bouteille, on sache que ça vient de chez nous. On sache que c'est notre production tout de suite, juste ne serait-ce qu'en en sentant en fait. Et en fait, c'est quoi l'agriculture? C'est ça, c'est faire un produit de qualité à un prix abordable dans des conditions de production qui respectent l'environnement. L'avenir de l'agriculture, il est là. Si on continue à avancer avec la grosse machinerie et à produire des millions, l'avenir de l'agriculture, il n'est pas là. On le voit bien, même maintenant, le consommateur ne recherche plus ça. La caractéristique de ce que mon père a mis en place, c'est de gérer la production, de la recherche variétale, enfin de la sélection de variétés, de la mise en terre de l'arbre, jusqu'à la mise en bouteille de l'huile. Voilà. Tout est géré et suivi exclusivement par nos soins. On plante les arbres, on les fait pousser, on les attache, on les développe, on les taille, on récolte nous-mêmes les olives, on triture nous-mêmes les olives dans notre moulin, on extrait l'huile, on la filtre, on la stocke dans nos cuves qui sont derrière nous et on met en bouteille avec la machine qui est là et ensuite on commercialise soit via des partenaires tels que Maison Brémond, soit par nos propres soins, via des épiceries fines ou dans notre boutique de vente directe. L'avenir de l'agriculture, c'est la vente directe, c'est le suivi de la production du début à la fin. Ce n'est plus passé par des normes centrales d'achat comme tout ce qui est la grande distribution, notre ami Charles-Édouard EL, tous ces gens-là, c'est malheureux, quand on regarde les pubs télé, tout ce qui se passe, ils nous expliquent que c'est grâce à eux que l'agriculture française elle survit. Non, c'est pas grâce à Lactalis, c'est pas grâce à Charles-Édouard, c'est grâce aux exploitants agricoles qui gèrent tout, de la mise en terre des graines ou des arbres jusqu'à la mise en commercialisation des produits. Le rapport de l'agriculteur par rapport à sa terre en fait. Nous, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une harmonie sur le verger en fait, que ce soit pour les pommes ou pour les olives. Donc on essaie toujours de maintenir des arbres déjà qui sont endémiques au sol, parce qu'on a deux propriétés, une au bord du Rhône, dans des sols très profonds, où on a aussi des oliviers, et ça c'est le côté Camargue en fait. Et on a des sols très très secs qui sont en pleine crue, donc ce sont des terres très caillouteuses et très peu profondes et très sèches. On va toujours essayer de combiner et de protéger les animaux et la faune et la flore qui sont sur chaque secteur et qui sont différents. Notamment, par exemple, sur la crue, on protège, ou on garde des arbres tels que les chênes, tous ceux qui poussent aux alentours du verger, des amandiers sauvages ou pas. Et ça, on essaie de le maintenir. On essaie, lorsqu'un arbre meurt, on ne va pas le tronçonner. S'il ne nous gêne pas, on le laisse parce qu'en fait, c'est comment on appelle ça, un abri auxiliaire, un faune auxiliaire. On est à peu près à une trentaine d'espèces présentes, dont des espèces qui sont protégées, comme la cigogne, comme les outardes, les hiboux, les chouettes. On met en place des abris à chauves-souris, des nids à chauves-souris, les pépistrelles, de sorte à ce que ça fasse des prédateurs naturels contre les papillons ravageurs. Enfin, voilà, on essaye vraiment de travailler main dans la main avec la nature en fait. C'est pas que la terre nous rapporte et qu'on plante, c'est pas du tout la philosophie du domaine en fait. C'est essayer de travailler main dans la main, protéger les espèces présentes, interdire la chasse sur les deux exploitations agricoles. Donc du coup, on a des renards, on a des sangliers. Oui, ils nous embêtent les sangliers, mais c'est pas grave parce que on a des lièvres aussi. Voilà, c'est un tout quoi. C'est des perdrix sauvages à la galère. Pas plus tard qu'hier, j'avais un couple de perdrix avec les 5-6 petits qui couraient derrière devant la voiture. Enfin, c'est quelque chose. C'est aussi ça le plaisir de travailler à la terre, c'est de voir des espèces qu'on voit
pas forcément ailleurs ou à part dans des réserves naturelles. Voilà. On essaye de garder ce lien-là avec la terre. Puis bon, j'ai 2 enfants, donc ils me l'ont transmis, j'espère leur transmettre, pas forcément l'intérêt de l'agriculture, après ça ils feront ce qu'ils voudront, mais au moins l'intérêt de la nature, l'envie de protéger, l'envie d'en faire partie. Pas de l'utiliser, mais d'en faire partie. Ça, c'est ce que mon père et mon grand-père m'ont transmis. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'avenir, mais pas juste pour l'avenir de la famille. C'est quelque chose qui est important pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Si on se sépare de ça, on ne va pas aller bien loin, je pense. Eh bien, là, nous nous situons donc à la fin de l'accro. C'est entre l'accro et le début des terrains très profonds du Rhône. Mais c'est la plaine Cros, donc des sols très peu profonds, beaucoup caillouteux, très caillouteux, une terre plutôt très filtrante. Et donc en ce mois de fin de juillet 2021, eh bien, nous sommes on constate un petit peu la production de ces Sikyta qu'il y aura cette année en fait. Donc sur ce verger, c'est à peu près correct. Même s'il y a quelques variétés, mais surtout quelques arbres qui ont craint du gel, donc il y a un peu moins de production. Voilà, donc ce sont des arbres qui ont été plantés en 2009, qui sont arrivés directement de Cordoba et par les pépinières Agro-Milora. Et ils nous ont offert ces arbres parce qu'en fait, ils voulaient absolument avoir un verger type de cette variété en France. Et ils ont sélectionné les Bastidettes, le moulin des Bastidettes et la façon dont travaillaient mon père et moi pour implanter cette variété ici. Voilà. Donc, ma première plantation ouais. En rentrant quand je suis revenu, en sortant de l'école, quand je suis revenu sur l'exploitation familiale. Ouais. Et donc c'est un porc plutôt retombant, d'ailleurs on le voit bien, c'est un feuillage assez léger et on ne reconnaît pas malgré tout pas ni Arbequine qui est son père, ni sa mère qui est Piquois. Mais par contre elle a une caractéristique, c'est elle est légèrement octogonale en fait, ça se voit un petit peu mieux quand elle est presque mûre, quand elle est un petit peu plus grosse. Et c'est très caractéristique de cette variété. Et ça lui donne une huile excellente en fait, très légère mais quand même avec beaucoup de puissance et surtout sa couleur qui est sublime de vert et émeraude en fait.